Le 15 août 1995, par une chaude après-midi d'été, la famille Blanchard organise un pique-nique au bord du lac d'Annecy. Une journée parfaite qui se transforme en cauchemar lorsque Aurélie, 14 ans, disparaît sans laisser de traces. Pendant 15 longues années, sa famille vit avec cette douleur, cette incertitude. Mais en juin 2010, Marcel Fontaine, un homme de 78 ans sur son lit de mort, fait une confession bouleversante au père Antoine Mercier qui change tout. Ce qu'il révèle au prêtre de la paroisse Sainte-Bernadette d'Annecy glacera le sang de quiconque l'entendra. Car selon ses mots, Aurélie n'a pas simplement disparu ce jour-là, elle a été tuée. Et son meurtrier était quelqu'un en qui elle avait une confiance absolue. Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Annecy, surnommée la Venise des Alpes, est une ville paisible de Haute-Savoie où il ne se passe jamais rien de dramatique. En 1995, cette commune de 52 000 habitants vit au rythme des saisons touristiques, entre les sports d'hiver et les activités estivales autour de son célèbre lac. C'est dans ce décor idyllique que grandit Aurélie Blanchard, une adolescente de 14 ans aux cheveux châtains et aux yeux verts pétillants. Henri Blanchard, son père, tient une quincaillerie prospère rue Carnot, dans le centre historique d'Annecy. Homme travailleur de 45 ans, il a construit sa réputation sur son honnêteté et sa disponibilité pour ses clients. Marguerite, sa femme de 42 ans, enseigne en école primaire à l'école des Romains. Ensemble, ils forment ce que tout le monde considère comme une famille modèle de la bourgeoisie annécienne. Leur fils aîné, Julien, âgé de 18 ans, vient de décrocher son baccalauréat scientifique avec mention. Grand garçon, aux traits fins, hérité de sa mère, il s'apprête à intégrer une école d'ingénieurs à Lyon. Brillant étudiant et sportif accompli, il pratique l'aviron au club nautique d'Annecy. Julien est admiré par sa petite sœur qui le considère comme son héros. Aurélie, elle, entre en classe de 3e au collège Saint-Michel. Élève moyenne mais très sociable, elle est passionnée de danse classique qu'elle pratique au conservatoire d'Annecy depuis l'âge de 6 ans. Ses professeurs la décrivent comme une jeune fille épanouie, un peu timide, mais avec un caractère bien trempé. Elle adore passer du temps avec ses amies Sarah et Céline, avec qui elle partage ses secrets d'adolescente. La famille Blanchard habite une belle maison bourgeoise des années 1930 dans le quartier résidentiel de Métette, avec vue sur les montagnes environnantes. Leur propriété, entourée d'un grand jardin fleuri que Marguerite entretient avec amour, témoigne de leur réussite sociale. Les voisins les décrivent comme discrets mais aimables, toujours prêts à rendre service. Marcel Fontaine, 63 ans en 1995, vit dans la maison mitoyenne depuis son veuvage en 1992. Ancien employé de la préfecture de Haute-Savoie, cet homme solitaire entretient des rapports cordiaux mais distants avec la famille Blanchard. Il passe ses journées à jardiner et à observer discrètement la vie du quartier depuis sa fenêtre du premier étage, développant au fil des ans une connaissance précise des habitudes de ses voisins. L'été 1995 s'annonce particulièrement chaud en Haute-Savoie. Les Blanchard, comme beaucoup d'Annéciens, profitent des week-ends pour organiser des sorties au bord du lac. Ce 15 août, jour férié, Henri propose une journée en famille sur les rives du lac, près de la plage de Menton-Saint-Bernard, un spot apprécié des locaux pour sa tranquillité relative par rapport aux plages plus touristiques. Ce mardi 15 août 1995, le thermomètre affiche déjà 28 degrés à 9 heures du matin. Marguerite prépare le pique-nique familial pendant qu'Henri charge la Peugeot 405 familiale. Aurélie, excitée par cette sortie, a revêtu sa nouvelle robe d'été jaune achetée la semaine précédente aux Galeries Lafayette d'Annecy. Elle porte également le petit collier en argent offert par sa grand-mère paternelle pour ses 14 ans, 3 mois plus tôt. « Tu n'oublies pas ton maillot de bain ?» lui lance Marguerite depuis la cuisine. Aurélie remonte dans sa chambre chercher son sac de plage rose,
dans lequel elle glisse également son journal intime à la couverture fleurie. Elle ne sort jamais sans lui depuis qu'elle a commencé à le tenir l'année précédente. Julien, lui, semble moins enthousiaste. Il avait prévu de retrouver ses amis du club d'aviron pour un entraînement, mais Henri a insisté pour cette sortie familiale. « Profites-en, fiston, dans quelques semaines tu seras à Lyon », lui dit-il en tapotant affectueusement l'épaule de son fils. À 10h30, la famille prend la route. Le trajet de 20 minutes jusqu'à Menton-Saint-Bernard se déroule dans la bonne humeur. Aurélie, assise à l'arrière à côté de son frère, chantonne les derniers tubes de l'été diffusés sur Europe 1. Elle pointe du doigt les parapentes qui évoluent au-dessus du lac d'Annecy, leurs voiles colorées se détachant sur le bleu profond du ciel alpin. Ils s'installent vers 11h sur leur spot habituel, une petite crique herbeuse à l'écart de la plage principale, accessible par un sentier bordé de roseaux. Henri plante le parasol rouge qu'il utilise depuis 10 ans. Marguerite étale la nappe à carreaux Vichy bleu et dispose les victuailles. Le menu se compose de sandwichs au jambon de Bayonne, de tomates du jardin, de fromage de Savoie et de la tarte aux myrtilles préparée la veille. Vers 14h, après le repas, Julien s'éloigne vers les installations nautiques pour discuter avec d'autres jeunes de son âge. Henri s'assoupit sous le parasol, le journal « Le Dauphiné libéré » sur le visage. Marguerite lit un roman de Marc Levy en gardant un œil sur sa fille. Aurélie profite de ces moments de tranquillité pour écrire dans son journal. Assise en tailleur sur la serviette de plage, elle consigne ses pensées avec l'application d'une adolescente passionnée par l'écriture. Plusieurs témoins se rappelleront l'avoir vue griffonner consciencieusement, parfois levant la tête pour observer les alentours avec un petit sourire songeur. À 15h15, selon le témoignage précis de Marguerite, Aurélie annonce qu'elle va faire un tour. « Je vais me dégourdir les jambes, maman, je reviens vite », dit-elle en glissant son journal dans son sac de plage. Elle précise qu'elle souhaite aller voir les canards près des roseaux, un spectacle qui l'amuse toujours. Marguerite, absorbée par sa lecture, lui fait simplement signe de la main sans lever les yeux. C'est la dernière fois qu'on la verra vivante. À 16h30, inquiète de ne pas voir revenir sa fille, Marguerite réveille Henri. Ils appellent Julien qui revient aussitôt de son côté du lac. Ensemble, ils fouillent méthodiquement la zone. Les roseaux, le petit ponton en bois, les sentiers alentours, aucune trace d'Aurélie. Son sac de plage rose n'est nulle part. À 17h, Henri contacte les gendarmes depuis le téléphone public de la plage. La gendarmerie de Menton-Saint-Bernard dépêche immédiatement une patrouille. L'adjudant-chef Robert Girard, qui dirige les premières recherches, organise un périmètre de sécurité et interroge tous les témoins présents sur la plage. Un couple de retraités lyonnais se souvient avoir aperçu une jeune fille en robe jaune, vers 15h45 près des roseaux, mais ils ne peuvent pas certifier qu'il s'agissait d'Aurélie. Un pêcheur installé sur la berge opposée déclare avoir vu une silhouette féminine qui semblait chercher quelque chose vers 16h, mais la distance l'empêche d'être plus précis. Les plongeurs de la gendarmerie nationale arrivent de Chambéry vers 19h et explorent systématiquement les fonds du lac dans un rayon de 500 mètres autour de la zone de disparition. L'eau cristalline du lac d'Annecy, dont la transparence permet une visibilité jusqu'à 6 mètres de profondeur, ne révèle aucun indice. La nuit tombe sur un mystère complet. Aurélie Blanchard, 14 ans, s'est évaporée en plein jour, dans un lieu public, sans que personne ne remarque quoi que ce soit d'anormal. Ni cri, ni bruit de chute, ni trace de lutte. Juste une absence qui transforme instantanément une journée d'été insouciante en cauchemar éternel. Les semaines qui suivent, la disparition d'Aurélie transforme radicalement la vie des Blanchards et de toute la communauté annécienne. L'enquête officielle, menée par le capitaine Jacques Morel de la section de recherche de Chambéry, mobilise des moyens considérables. Pendant 3 mois, plus de 50 gendarmes fouillent systématiquement les 2700 hectares du massif forestier des Bauges, explorent les grottes de la région et interrogent plus de 200 personnes. Henri ferme temporairement sa quincaillerie pour se consacrer entièrement aux recherches.
Chaque matin à l'aube, accompagné de dizaines de bénévoles, il arpente les sentiers de montagne avec l'espoir désespéré de retrouver un indice, un vêtement, n'importe quoi qui pourrait expliquer ce qui est arrivé à sa fille. Ses mains, autrefois expertes à manier les outils, tremblent maintenant dès qu'il reste inactif trop longtemps. Marguerite, elle, sombre dans une dépression profonde qui l'oblige à prendre un congé de maladie de longue durée. Elle passe ses journées dans la chambre d'Aurélie, qu'elle a laissée exactement telle qu'elle était le matin du 15 août. Les vêtements de sa fille sont toujours pliés dans l'armoire, ses livres de classe posés sur le bureau, ses peluches alignées sur le lit. Elle refuse catégoriquement que quiconque y touche, comme si préserver cet espace pouvait ramener Aurélie. Julien reporte son entrée à l'école d'ingénieurs de Lyon d'une année complète. Le jeune homme de 18 ans se sent inexplicablement coupable d'avoir laissé sa sœur seule ce jour-là. Il développe une obsession pour les détails de la disparition, créant des chronologies minutieuses, des cartes annotées, des théories qu'il expose inlassablement aux enquêteurs. Ses anciens amis du club d'aviron le voient de moins en moins. Il ne supporte plus la vue du lac qui lui rappelle trop douloureusement ce mardi maudit. Marcel Fontaine observe cette décomposition familiale depuis sa fenêtre avec une compassion mêlée d'angoisse. Lui qui connaissait les habitudes de chacun remarque les changements. Henri qui part désormais dès 5 heures du matin au lieu de 7 heures, Marguerite qui ne jardine plus, Julien qui fait les 100 pas dans le jardin aux heures où il devrait dormir. Le vieil homme multiplie les gestes de bon voisinage, course pour Marguerite, aide administrative pour Henri, mais n'ose jamais aborder le sujet de la disparition directement. L'enquête explore toutes les pistes classiques. Les gendarmes vérifient méticuleusement les antécédents de tous les résidents masculins dans un rayon de 20 km autour d'Annecy. Ils interrogent les délinquants sexuels connus, analyse les mouvements de véhicules suspects le jour de la disparition, examine les relevés téléphoniques de la famille. Rien ne révèle la moindre anomalie. La théorie de la fugue est rapidement écartée. Aurélie n'a emporté aucun effet personnel, n'a retiré aucun argent et surtout ses relations familiales étaient excellentes selon tous les témoignages. Ses amies Sarah et Céline confirment qu'elle n'avait évoqué aucun problème particulier, aucune envie de partir. Au contraire, elle se réjouissait de la rentrée scolaire et de sa participation au spectacle de danse prévu pour Noël. La piste criminelle avec enlèvement reste privilégiée, mais l'absence totale de demande de rançon pose question. Les enquêteurs explorent l'hypothèse d'un prédateur sexuel ayant agi de manière opportuniste, mais l'endroit choisi, une plage fréquentée en plein jour, semble peu propice à ce type d'agression. De plus, aucun véhicule suspect n'a été signalé sur les routes d'accès au lac. Au bout de 6 mois, l'affaire est transmise au juge d'instruction de Bonneville, maître Philippe Dubois, qui ouvre une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Malgré ses efforts et ceux d'un enquêteur privé engagé par Henri en 1997, aucun élément nouveau n'émerge. L'affaire Aurélie Blanchard rejoint progressivement la liste des cold cases de Haute-Savoie. Les années passent avec leur cortège de faux espoirs et de déceptions cruelles. En 1998, la découverte d'ossements humains près du col de la Forclaz relance brièvement l'enquête, mais les analyses ADN révèlent qu'il s'agit d'une randonneuse décédée dans les années 1970. En 2001, le témoignage d'une femme affirmant avoir vu Aurélie dans une gare de Lyon mobilise les forces de l'ordre pendant 2 semaines. Elle avait confondu avec une autre adolescente. Henri rouvre sa quincaillerie en 1996, mais son commerce périclite progressivement. Ses clients, gênés par son chagrin permanent et ses longs silences, préfèrent s'approvisionner ailleurs. Il vend finalement le fonds en 2003 et accepte un poste d'ouvrier dans une entreprise de métallurgie de Seynod. Le déclassement social ne semble pas l'affecter. Plus rien ne compte que l'espoir de retrouver sa fille. Marguerite ne reprend jamais son poste d'enseignante. Elle survit grâce à une pension d'invalidité et aux économies du couple. Elle développe une relation obsessionnelle avec les médiums et voyantes de la région, dépensant des sommes importantes pour des consultations qui ne mènent jamais nulle part.
Henri tolère ces recherches sans y croire, comprenant que sa femme a besoin de ses derniers espoirs irrationnels pour continuer à vivre. Julien finit par intégrer son école d'ingénieur en 1997, mais ses résultats sont médiocres. Il décroche finalement un diplôme de niveau technicien et trouve un emploi dans une société d'informatique industrielle à Grenoble. Il ne se marie jamais, expliquant à sa famille qu'il ne veut pas imposer ce poids à une compagne. Chaque année, le 15 août, il revient à Annecy passer la journée sur les lieux de la disparition, seul, en silence. Marcel Fontaine vieillit dans sa maison de Maytet, gardant précieusement ses secrets. Veuf sans enfant, il mène une existence solitaire, rythmée par ses rendez-vous médicaux de plus en plus fréquents. Depuis 2008, un cancer de la prostate le ronge lentement. En mai 2010, les médecins du centre hospitalier d'Annecy lui annoncent que ses jours sont comptés, quelques semaines tout au plus. Durant ces 15 années de silence, Marcel a observé la lente destruction de la famille voisine avec un sentiment de culpabilité croissant. Il a vu Henri vieillir prématurément, ses cheveux blanchir et ses épaules se voûter sous le poids du chagrin. Il a assisté, impuissant, à la transformation de Marguerite en fantôme de elle-même, cette femme autrefois si rayonnante qui ne sort plus de chez elle que pour ses consultations chez des voyantes. Il a regardé Julien grandir dans l'ombre d'une sœur disparue, devenir un homme brisé avant même d'avoir vécu sa jeunesse. Chaque 15 août, Marcel voit la famille se rassembler pour commémorer la disparition d'Aurélie. Henri, Marguerite et Julien s'installent dans le jardin, allument une bougie devant la photo de la jeune fille et restent là, silencieux, pendant des heures. Ces moments de recueillement déchirent le cœur du vieil homme qui connaît la vérité mais n'a jamais trouvé le courage de parler. Au fil des années, Marcel a développé une routine obsessionnelle. Chaque matin, il consulte les journaux locaux pour vérifier qu'aucun nouvel élément n'a été découvert dans l'affaire Blanchard. Il découpe soigneusement chaque article mentionnant la disparition d'Aurélie et les classe dans une boîte en carton qu'il cache au fond de son armoire. Cette collection macabre compte désormais plus de 200 coupures de presse, témoignages de son tourment silencieux. C'est le père Antoine Mercier, prêtre de la paroisse Sainte-Bernadette depuis 2005, qui assure le suivi spirituel de Marcel durant ces derniers mois. Homme de 45 ans, aux cheveux grisonnants prématurément, Antoine Mercier jouit d'une réputation de sagesse et de discrétion qui pousse de nombreux paroissiens à se confier à lui. Il a notamment accompagné la famille Blanchard durant les premières années suivant la disparition d'Aurélie, célébrant chaque année une messe en sa mémoire le 15 août à 18h, dans l'église Saint-Maurice du centre-ville. Le père Mercier se souvient parfaitement de cette période terrible. Henri venait le voir chaque semaine, cherchant des réponses que la religion ne pouvait pas lui apporter. « Pourquoi ma fille, mon père, qu'est-ce qu'on a fait de mal ?» répétait-il inlassablement. Marguerite, elle, assistait à la messe quotidienne de 8 heures, s'agenouillant au premier rang et récitant des chapelets interminables. Julien ne mettait plus les pieds à l'église, disant que si Dieu existait vraiment, il n'aurait jamais permis qu'une chose pareille arrive à sa petite sœur. Les visites du prêtre chez Marcel Fontaine ont commencé en mars 2010, quand les douleurs sont devenues insupportables. Le vieil homme, qui n'était pas particulièrement croyant, a accepté ces rencontres davantage par solitude que par foi. Au début, il parle de sujets anodins, la météo, les changements dans le quartier, les souvenirs de jeunesse de Marcel. Mais le père Mercier perçoit rapidement que quelque chose pèse lourdement sur la conscience de son paroissien. « Vous savez, Marcel, Dieu pardonne tous les péchés à ceux qui se repentent sincèrement, » lui dit-il un jour d'avril, observant l'agitation croissante du malade. Marcel détourne le regard, fixant obstinément la fenêtre qui donne sur la maison des Blanchard. « Il y a des secrets, mon père, qui détruisent autant celui qui les garde que ceux qu'ils concernent. » Les semaines passent et l'état de Marcel se dégrade rapidement. Fin mai, il ne quitte plus son lit. C'est à ce moment-là qu'il commence à évoquer indirectement le drame qui hante le quartier depuis 15 ans. Cette pauvre famille, mon père, si vous saviez comme ils ont souffert. Et moi, j'étais là, je voyais tout, et je n'ai rien fait.
Le 18 juin 2010, Marcel Fontaine fait appeler le prêtre en urgence. Sa gouvernante, Madame Roussel, qui vient 3 fois par semaine depuis son veuvage, téléphone au presbytère vers 14 heures. Monsieur Fontaine est très agité. Il réclame le père Mercier. Il dit que c'est très urgent, qu'il doit absolument lui parler avant ce soir. Antoine Mercier arrive 1 heure plus tard et trouve Marcel dans un état de grande détresse. Depuis son lit médicalisé installé dans son salon, face à la fenêtre qui donne sur la maison des Blanchards, le mourant fixe Antoine Mercier avec une intensité troublante. Ses mains décharnées tremblent quand il commence à parler d'une voix à peine audible. « Mon père, j'ai quelque chose de terrible à vous dire concernant la petite Blanchard. Ce jour-là, le 15 août 1995, j'ai tout vu depuis ma fenêtre de l'étage. Ce qui s'est passé au lac, ce n'était pas la première fois. » Le père Mercier sent son sang se glacer. Marcel continue, les yeux perdus dans le vague, comme s'il revivait cette journée funeste. « Vous comprenez, mon père, ce jour-là, ils ne sont pas tous partis au lac ensemble. Quelqu'un est revenu. Quelqu'un qui n'aurait jamais dû revenir seul. » Marcel explique qu'en début d'après-midi, vers 14h30, il était dans sa chambre à l'étage, se reposant près de la fenêtre ouverte, quand il a vu une des voitures des Blanchards, la Renault Clio rouge de Julien, se garer discrètement dans l'impasse, derrière leur maison. Une personne est sortie du véhicule, a fait le tour de la propriété et est entrée par la porte de service. « J'ai trouvé cela étrange, mais je ne me suis pas inquiété sur le moment. » murmure le vieil homme. « Je pensais que quelqu'un avait oublié quelque chose et était revenu le chercher. Mais 1 heure plus tard, mon père, j'ai vu cette même personne ressortir précipitamment, portant quelque chose, un sac, des vêtements, et elle pleurait. Elle pleurait en courant vers sa voiture. Les gestes s'étaient brusques, paniqués. C'est là que j'ai compris qu'il se passait quelque chose de grave. » Le père Mercier, bouleversé, encourage Marcel à poursuivre. Le mourant ferme les yeux, rassemblant ses forces pour révéler le plus difficile. « Mon père, j'aurais dû parler plus tôt, mais j'avais peur. Peur de détruire cette famille qui avait déjà tant souffert. Mais Aurélie avait découvert quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû découvrir. Et cette personne ne pouvait pas la laisser parler. » Marcel raconte alors qu'au cours des mois précédant la disparition, il avait remarqué des comportements étranges dans la maison voisine. Des disputes étouffées le soir, des pleurs d'Aurélie qui parvenaient jusqu'à sa fenêtre certaines nuits, des changements dans l'attitude de la jeune fille qui semblait de plus en plus renfermée. Elle évitait quelqu'un, mon père. Je l'ai vu plusieurs fois refuser d'être seule avec cette personne. Le plus terrible, continue Marcel d'une voix brisée, c'est que j'ai trouvé quelque chose quelques jours après la disparition. En ramassant les feuilles mortes près de la haie qui sépare nos propriétés, j'ai découvert des pages déchirées, cachées sous les buissons. C'étaient des pages d'un journal intime, avec l'écriture d'Aurélie, et ce qui était écrit dedans. Marcel s'arrête, suffoqué par l'émotion. Le père Mercier se penche vers le mourant. « Continuez, Marcel, qu'aviez-vous lu dans ce journal ?»« Des choses innommables, mon père, des choses qu'une fille de 14 ans ne devrait jamais avoir à écrire. » Aurélie parlait de ses visites nocturnes. Elle écrivait qu'elle avait trop peur pour en parler à maman, qu'elle ne savait plus quoi faire pour que ça s'arrête. Et dans la dernière page que j'ai trouvée, datée du 10 août, 5 jours avant sa disparition, elle écrivait qu'elle allait tout dire à papa pendant le pique-nique. Marcel explique qu'après avoir lu ces pages terrifiantes, il les a brûlées dans sa cheminée. Incapable de supporter leur contenu, mais trop lâche pour les remettre aux enquêteurs. J'ai eu peur des conséquences, mon père. Cette famille était déjà détruite par la disparition. Si j'avais révélé ça, il n'aurait jamais survécu au scandale. Le vieil homme continue sa confession avec une précision troublante. Il révèle qu'il a observé une escalade dans les comportements étranges durant l'été 1995. Aurélie, qui avait l'habitude de jardiner avec sa mère chaque après-midi, évitait désormais ces moments quand une certaine personne était présente. Elle prétextait des devoirs ou des sorties avec ses amis pour s'éclipser de la maison. Un soir de juillet, vers 23 heures, j'ai entendu Aurélie pleurer très fort dans sa chambre. Le lendemain matin, j'ai vu qu'elle portait un col roulé malgré la chaleur.
En fin d'après-midi, quand elle a enlevé son pull pour arroser les fleurs, j'ai aperçu des marques sur ses bras, des bleus, mon père. Des bleus qui ne peuvent pas venir d'une chute. Marcel raconte également qu'il a noté une modification dans les habitudes de la famille. Alors qu'auparavant, Henri rentrait toujours de sa quincaillerie vers 18h30, il a commencé à rentrer plus tard, souvent vers 20h, obligé de rester pour les inventaires de fin d'été. Ces absences créaient des créneaux, mon père, des moments où Aurélie se retrouvait seule avec cette personne. Le père Mercier, de plus en plus troublé, pose la question qui lui brûle les lèvres. « Marcel, de qui parlez-vous exactement? Qui était cette personne ?» Marcel ferme les yeux, comme si prononcer le nom allait lui coûter ses dernières forces. Julien, mon père, son propre frère. Ce garçon que tout le monde admirait, ce fils parfait. Il abusait de sa petite sœur depuis des mois, peut-être des années. Et ce jour-là, au lac, quand Aurélie a menacé de tout révéler à leurs parents, il n'a pas pu la laisser parler. La révélation frappe le prêtre comme une gifle. Julien Blanchard, ce jeune homme brillant qu'il a vu grandir, ce fils dévoué qui semblait si affecté par la disparition de sa sœur, le père Mercier repense aux 15 années écoulées, aux attitudes de Julien qu'il interprète maintenant sous un jour nouveau. Marcel poursuit, épuisé mais déterminé à tout dire. « Ce jour-là, mon père, j'ai compris ce qui s'était vraiment passé. Julien a quitté le lac sous un prétexte, il est rentré à la maison chercher Aurélie, qui l'attendait selon un plan préparé. Peut-être lui avait-elle donné rendez-vous pour négocier son silence ? Peut-être voulait-elle récupérer des preuves qu'elle cachait dans sa chambre. Mais quelque chose a mal tourné. Peut-être qu'Aurélie a maintenu sa menace de parler à leurs parents. Peut-être qu'elle avait préparé une lettre, des preuves. Julien a paniqué. Et quand il est ressorti de la maison, il portait le sac d'Aurélie et ses vêtements. Ma petite voisine ne sortirait plus jamais de cette maison. Marcel révèle alors un détail qui glace le sang du prêtre. Le soir même, vers minuit, j'ai vu Julien dans le jardin. Il creusait, mon père. Il creusait près du grand chêne, au fond de la propriété. J'ai pensé qu'il enterrait peut-être les affaires d'Aurélie, mais maintenant je sais qu'il enterrait bien plus que cela. Le père Mercier réalise l'ampleur de la tragédie. Pendant 15 ans, Henri et Marguerite ont pleuré leur fille disparue, sans savoir qu'elle reposait peut-être à quelques mètres de leur maison, sous l'arbre où elle aimait lire durant les après-midi d'été. Pendant 15 ans, Julien a joué le rôle du frère éploré, participant aux recherches, consolant ses parents, alors qu'il était le seul à connaître la vérité. Pourquoi n'avez-vous rien dit plus tôt, Marcel? Pourquoi avoir gardé ce secret si longtemps? Demande le prêtre, partagé entre la compassion et l'incompréhension. Par lâcheté, mon père, pure lâcheté. J'étais un homme seul, sans famille, sans personne pour me soutenir. Qui m'aurait cru contre la parole des Blanchards? Et puis j'avais détruit les preuves en brûlant les pages du journal. Sans ça, je n'avais que mes observations, mes soupçons. Pas assez pour détruire la vie d'une famille entière. Marcel explique aussi qu'au fil des années, il a été témoin de la décomposition psychologique de Julien. Je l'observais, mon père. Ce garçon ne dormait plus. Il faisait les 100 pas dans le jardin la nuit, exactement à l'endroit où il avait creusé. Parfois, je le voyais s'agenouiller près du chêne et pleurer. Sa culpabilité le dévorait vivant, mais il ne pouvait pas avouer sans détruire ses parents. Et Henri et Marguerite, ces pauvres gens qui ont consacré leur vie à chercher leur fille, comment aurais-je pu leur dire que leur fils chéri était un monstre, que leur petite Aurélie était morte à cause de celui en qui ils avaient le plus confiance? J'ai préféré me taire et porter ce poids seul. Le vieil homme avoue également qu'il a failli parler à plusieurs reprises. En 2001, quand l'enquêteur privé engagé par Henri lui a rendu visite pour l'interroger une nouvelle fois. En 2005, quand la gendarmerie a rouvert brièvement le dossier après la découverte d'ossements près du col de la Forclaz. Mais chaque fois, la peur et la lâcheté ont été plus fortes que le besoin de justice. Maintenant, mon père, je vais mourir, et je ne peux pas emporter ce secret avec moi. Cette famille mérite de savoir la vérité, aussi terrible soit-elle. Et Aurélie, cette pauvre petite mérite enfin des obsèques dignes, une sépulture où ses parents pourront venir se recueillir.
Le père Mercier reste silencieux un long moment, assommé par ce qu'il vient d'entendre. Dehors, la vie du quartier continue paisiblement. Des enfants jouent dans la rue, leurs cris joyeux contrastant cruellement avec l'horreur qui vient de lui être révélée. Marcel, êtes-vous certain de ce que vous avancez? Les conséquences de vos accusations seront terribles pour toute la famille. J'en suis certain, mon père, et je sais où elle est enterrée. Si les enquêteurs creusent près du chêne centenaire, au fond du jardin des Blanchards, ils trouveront ce qui reste d'Aurélie. Et peut-être trouveront-ils aussi son journal intime, celui qu'elle emportait toujours avec elle et qui contient toute la vérité sur ce que lui faisait subir son frère. Marcel s'éteint 3 jours plus tard, le 21 juin 2010, emportant avec lui 15 années de silence et de culpabilité. Le père Mercier assiste à ses obsèques dans la plus stricte intimité. Marcel Fontaine n'avait plus de famille, et ses rares connaissances l'avaient oublié depuis longtemps. Mais les révélations du mourant continuent de hanter le prêtre. Que faire de cette confession terrible? Comment concilier le secret sacramentel avec l'impérieux besoin de justice? Le père Mercier passe des nuits blanches à réfléchir, priant pour recevoir un signe, une indication sur la marche à suivre. Durant les semaines qui suivent la mort de Marcel Fontaine, le père Antoine Mercier traverse la crise de conscience la plus difficile de ses 20 années de sacerdoce. Chaque matin, en célébrant la messe de 8 heures, il voit Marguerite Blanchard agenouillée au premier rang, fidèle à son rituel quotidien depuis 15 ans. Cette femme brisée qui prie pour le retour de sa fille ne sait pas que celle-ci repose peut-être à quelques centaines de mètres dans son propre jardin. Le prêtre consulte discrètement les textes canoniques, cherchant une issue à son dilemme moral. Le secret de la confession est absolu, mais Marcel Fontaine est mort. De plus, sa révélation concernait un crime, pas un péché personnel. Ces nuances théologiques offrent-elles une marge de manœuvre? Antoine Mercier échange des courriers cryptés avec des collègues théologiens de Lyon et de Paris, sans jamais révéler les détails de sa situation. En juillet 2010, un élément nouveau vient compliquer sa réflexion. Marguerite Blanchard lui confie, après la messe dominicale, que Julien traverse une période particulièrement difficile. Il ne dort plus, mon père. Il maigrit à vue d'œil. Hier soir, je l'ai trouvé en train de pleurer dans le jardin, près du grand chêne. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il m'a juste dit qu'il pensait à sa sœur. Cette confidence de Marguerite frappe Antoine Mercier comme une révélation. Si les accusations de Marcel sont fondées, Julien vit probablement un enfer psychologique depuis 15 ans. La proximité de la tombe de sa sœur, dans le jardin familial, doit être un supplice quotidien. Le prêtre commence à observer attentivement le comportement de Julien lors de ses rares visites à l'église. Effectivement, quand Julien accompagne ses parents pour la messe anniversaire du 15 août 2010, Antoine Mercier remarque son teint livide, ses mains tremblantes, sa difficulté à rester concentré. Durant l'homélie consacrée à la mémoire d'Aurélie, le jeune homme de 33 ans sort précipitamment de l'église. Henri et Marguerite, habitués aux crises d'émotion de leur fils lors de ces commémorations, n'y prêtent pas attention particulière. Mais le père Mercier, lui, y voit la confirmation des dires de Marcel. Julien ne supporte plus la culpabilité. 15 années de mensonges et de comédie familiale l'ont rongé jusqu'à l'os. Le prêtre se demande combien de temps encore le jeune homme pourra tenir avant de craquer définitivement. Le 3 septembre 2010, un événement imprévu force la main d'Antoine Mercier. Marguerite vient le voir au presbytère, en larmes, tenant une lettre manuscrite. « Mon père, j'ai trouvé ça sur la table de la cuisine ce matin. C'est l'écriture de Julien. » Dans cette lettre, Julien annonce à ses parents son intention de rejoindre Aurélie et leur demande pardon pour tout le mal qu'il leur a fait. Il précise qu'ils comprendront bientôt la vérité et qu'il ne peut plus vivre avec ce poids. La lettre se termine par ces mots glaçants. « Cherchez près du chêne, elle vous attend depuis si longtemps. » Marguerite, bouleversée, ne comprend pas le sens de ces dernières phrases. « Qu'est-ce qu'il veut dire, mon père? Pourquoi parler du chêne? Et pourquoi écrit-il qu'elle nous attend ?» Henri, prévenu immédiatement, quitte sa nouvelle entreprise et rentre d'urgence à Maytête.
Le père Mercier réalise que la situation a atteint un point critique. Julien semble au bord du suicide, et sa lettre contient des éléments qui confirment directement la confession de Marcel Fontaine. Le prêtre ne peut plus rester passif sans risquer une nouvelle tragédie. Dans l'après-midi du 3 septembre, Antoine Mercier prend une décision qui va changer le cours de l'enquête. Il contacte discrètement le capitaine Laurent Delacroix, nouveau responsable de la section de recherche de Chambéry, qui a repris le dossier Blanchard suite à la retraite du capitaine Morel. « Capitaine, j'ai des informations concernant la disparition d'Aurélie Blanchard. Je ne peux pas vous révéler ma source, mais je pense que vous devriez organiser des fouilles dans le jardin de la famille, près du grand chêne centenaire. » Laurent Delacroix, officier expérimenté de 42 ans, accueille cette information avec scepticisme. Des dizaines de pistes fantaisistes lui sont régulièrement soumises concernant cette affaire emblématique de Haute-Savoie. Mais la personnalité du père Mercier, respecté dans toute la région pour son sérieux et sa discrétion, l'incite à prendre cette information au sérieux. « Mon père, avez-vous des éléments concrets qui justifient une telle démarche ? Vous comprenez que fouiller le jardin d'une famille endeuillée nécessite des raisons solides. » Antoine Mercier hésite, pesant chaque mot. « Capitaine, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Mais je vous assure que cette piste mérite d'être explorée. Et je crains qu'il y ait urgence. La famille traverse actuellement une crise grave qui pourrait se terminer par une nouvelle tragédie. » Le capitaine Delacroix, intrigué par cette approche inhabituelle, accepte d'étudier la possibilité de fouilles. Il consulte le dossier Blanchard, réexamine les plans de la propriété et constate effectivement qu'aucune recherche approfondie n'a jamais été menée dans le jardin familial. À l'époque, cette zone avait été écartée, car considérée comme improbable. Quel criminel irait enterrer sa victime chez elle? Mais les propos du père Mercier l'amènent à reconsidérer cette hypothèse. Le 6 septembre 2010, il obtient un mandat de perquisition du juge d'instruction de Bonneville pour effectuer des recherches sur la propriété des Blanchard. Il contacte Henri et Marguerite pour les prévenir de cette démarche, présentée comme une nouvelle tentative d'élucidation du mystère grâce à des techniques modernes d'investigation. Henri et Marguerite, épuisés par la crise que traverse Julien, acceptent sans poser de questions. Ils espèrent même que ces nouvelles fouilles apporteront enfin des réponses à leurs interrogations. Julien, lui, reste introuvable depuis 2 jours. Sa voiture a été repérée sur un parking de Chamonix, mais les recherches en montagne n'ont rien donné. Le 8 septembre 2010, une équipe de techniciens en identification criminelle arrive à Méthet. Équipés de détecteurs de métaux et de radars de sol, ils commencent leurs investigations dans le grand jardin des Blanchard. Henri et Marguerite observent depuis la fenêtre de leur salon, le cœur battant, oscillant entre l'espoir et l'angoisse. Pendant que les techniciens préparent leurs équipements dans le jardin des Blanchard, le capitaine Laurent Delacroix mène une enquête parallèle discrète sur Julien Blanchard. Homme méthodique de 42 ans, diplômé de l'École nationale supérieure de police de Saint-Cyr au Mont-d'Or, Delacroix a développé au fil de ses 20 années de carrière un instinct particulier pour déceler les mensonges et les non-dits familiaux. Il commence par réexaminer minutieusement le dossier original de 1995. Un détail le frappe immédiatement. Lors de son interrogatoire initial, Julien avait déclaré être resté tout l'après-midi près des installations nautiques à discuter avec des amis du club d'aviron. Mais quand les gendarmes avaient voulu vérifier cette version, ils n'avaient trouvé aucun témoin précis pour confirmer sa présence continue sur le site. Le capitaine contacte discrètement l'ancien président du club nautique d'Annecy, Michel Fontaine, aucun lien de parenté avec Marcel, aujourd'hui âgé de 75 ans et toujours résident à Annecy-le-Vieux. L'homme se souvient parfaitement de ce jour tragique. Ah oui, le 15 août 1995, Julien Blanchard était effectivement passé vers 14h30, mais il n'est pas resté longtemps. Une vingtaine de minutes tout au plus. Il semblait nerveux, agité. Il a dit qu'il devait rentrer pour quelque chose d'important. Cette révélation confirme les soupçons du capitaine.
Julien a menti sur son emploi du temps, créant un alibi factice pour couvrir son absence du lac. Delacroix pousse ses recherches et découvre d'autres incohérences troublantes dans les témoignages de 1995. Madame Bernadette Roussel, 78 ans aujourd'hui, était la voisine qui habitait de l'autre côté de la rue des Blanchards en 1995. Interrogée à nouveau, elle révèle un détail qu'elle n'avait pas jugé important à l'époque. Vers 15 heures, le 15 août, j'ai vu la petite Clio rouge de Julien se garer devant chez eux. Je trouvais ça bizarre puisqu'ils étaient censés être tous au lac. Mais je n'y ai pas repensé quand la police est venue me questionner quelques jours plus tard. Le capitaine interroge également Céline Moreau et Sarah Leclerc, les deux meilleures amies d'Aurélie, aujourd'hui âgées de 29 ans. Céline, devenue institutrice comme Marguerite, révèle des éléments troublants sur les dernières semaines de vie d'Aurélie. Depuis le début de l'été 1995, Aurélie était bizarre avec nous. Elle refusait qu'on vienne dormir chez elle, alors qu'avant, on y passait tous nos week-ends. Quand on lui demandait pourquoi, elle devenait évasive. Sarah, mariée et mère de 2 enfants, confirme ces observations. Aurélie avait commencé à avoir peur de rester seule chez elle. Un jour de juillet, elle nous a dit qu'elle préférait qu'on se retrouve toujours chez l'une de nous deux. Elle ne voulait plus inviter de copines à la maison. C'était étrange pour une fille qui adorait recevoir. Plus troublante encore, Céline se rappelle d'une confidence particulière d'Aurélie, quelques jours avant sa disparition. Elle m'avait dit qu'elle avait un secret terrible à révéler à ses parents, mais qu'elle attendait le bon moment. Elle semblait à la fois déterminée et terrifiée. J'ai pensé qu'elle parlait peut-être d'un petit ami secret, ou d'un truc comme ça. Le capitaine Delacroix consulte ensuite les dossiers scolaires d'Aurélie au collège Saint-Michel. Madame Patricia Durand, qui était sa professeure principale en classe de 4e, accepte de le recevoir dans l'établissement qu'elle n'a jamais quitté. Aurélie était une élève attachante, mais qui a changé au cours du 3e trimestre 1995. Confie l'enseignante de 58 ans. Ses notes ont chuté brutalement en avril-mai. Elle, qui était toujours souriante et participative, était devenue renfermée, distraite. Je l'avais convoquée plusieurs fois, mais elle prétextait des soucis familiaux mineurs. Avec le recul, je me dis qu'elle essayait peut-être de nous dire quelque chose. Madame Durand révèle également qu'en juin 1995, elle avait proposé à Aurélie de participer à un séjour linguistique en Angleterre durant l'été, mais la jeune fille avait refusé catégoriquement. Elle m'avait dit qu'elle ne voulait pas quitter sa famille pendant les vacances. À l'époque, j'avais trouvé ça touchant. Maintenant, je me demande si elle ne cherchait pas plutôt à éviter de laisser ses parents seuls avec quelqu'un. Le capitaine découvre également que Julien avait brutalement changé de comportement après la disparition de sa sœur. Son entraîneur d'aviron de l'époque, Jean-Pierre Mallet, aujourd'hui retraité, se souvient, Julien était un rameur exceptionnel, promis à un bel avenir sportif. Après août 1995, il a tout arrêté du jour au lendemain. Plus jamais il n'a remis les pieds au club. Quand je l'ai croisé en ville quelques mois plus tard, il avait pris 15 kilos et semblait hanté. Ces témoignages convergents dessinent le portrait d'une famille rongée par un secret inavouable bien avant le drame du 15 août. Le capitaine Delacroix comprend qu'Aurélie vivait probablement un enfer domestique depuis des mois, voire des années, et que sa disparition n'était que l'aboutissement tragique d'une situation intenable. L'officier enquête également sur les finances de la famille Blanchard. Il découvre qu'en septembre 1995, juste après la disparition, Henri avait souscrit un emprunt important pour engager un détective privé. Mais plus troublant, Julien avait ouvert un livret d'épargne et y versait régulièrement de petites sommes depuis octobre 1995, comme s'il constituait un pécule pour fuir un jour, note Delacroix dans son rapport. Le 7 septembre 2010, soit un jour avant les fouilles programmées, le capitaine reçoit un appel inattendu. C'est le docteur François Mercier, frère du père Antoine Mercier, qui exerce comme psychiatre à l'hôpital de Chambéry. Il révèle que Julien Blanchard était venu le consulter à 3 reprises entre 2007 et 2009, sous un faux nom. Il se faisait appeler Julien Morel et payait en espèces.
Il souffrait manifestement de troubles anxieux sévères et de dépression chronique. Il parlait de culpabilité permanente, d'insomnie, de pensées suicidaires récurrentes. Mais il refusait tout traitement médicamenteux et a fini par arrêter de venir. Le docteur Mercier précise qu'au cours de la dernière consultation, en mars 2009, Julien avait évoqué un secret de famille qui le détruisait et avait demandé s'il existait un moyen de réparer une faute impardonnable commise dans le passé. Le psychiatre lui avait conseillé de se confier à ses proches ou à un prêtre, mais Julien avait répondu que c'était impossible sans détruire d'autres vies. Ces révélations achèvent de convaincre le capitaine Delacroix que les intuitions du père Mercier sont fondées. Julien Blanchard cache effectivement un secret terrible lié à la disparition de sa sœur. Reste à le prouver concrètement grâce aux fouilles du lendemain. Le soir du 7 septembre, Delacroix reçoit un dernier élément troublant. Le garde forestier de la région du Massif des Bauges, Pierre Gauthier, l'appelle spontanément, après avoir appris par la presse locale, qu'une nouvelle phase d'investigation allait commencer dans l'affaire Blanchard. « Capitaine, je ne sais pas si c'est important, mais en septembre 1995, j'avais trouvé bizarre qu'un jeune homme vienne régulièrement se promener seul dans la forêt, toujours du côté du col de la Forclaz. Il portait un sac à dos et semblait chercher quelque chose. Quand je l'ai abordé, il m'a dit qu'il cherchait des traces de sa sœur disparue. C'était le fils Blanchard. Le garde forestier précise que ces promenades de Julien ont duré plusieurs mois, toujours aux mêmes endroits, comme s'il voulait créer des traces de son passage pour étayer une théorie sur la disparition d'Aurélie en montagne. Avec le recul, j'ai l'impression qu'il jouait la comédie, qu'il voulait qu'on le voie chercher sa sœur dans la forêt. Tous ces éléments convergent vers une seule conclusion. Julien Blanchard a orchestré pendant 15 ans une mascarade pour cacher son implication dans la disparition de sa sœur. Le lendemain, les fouilles dans le jardin familial révéleront si cette hypothèse correspond à la réalité. À 14h37, le radar géologique détecte une anomalie dans le sol, exactement à l'endroit indiqué par le père Mercier, au pied du chêne centenaire, dans la partie la plus reculée du jardin. Le technicien Pascal Bruno, expert en investigation criminalistique depuis 15 ans, appelle immédiatement le capitaine Delacroix. « Capitaine, nous avons quelque chose. » Le sol présente une différence de densité caractéristique d'une fosse remblayée. L'excavation commence immédiatement sous la supervision du médecin légiste Dr Catherine Fournier, dépêchée depuis Lyon. À 16h20, la première découverte macabre apparaît, des fragments d'os longs, manifestement humains, à 1,50 mètres de profondeur. Le capitaine Delacroix fait immédiatement évacuer Henri et Marguerite, effondrés, vers une chambre d'hôtel d'Annecy. Les fouilles se poursuivent toute la nuit sous les projecteurs. À l'aube du 9 septembre, l'équipe criminalistique met au jour un squelette complet, enveloppé dans une bâche plastique bleue. À côté des restes, les enquêteurs découvrent des lambeaux de tissu jaune, les restes de la robe portée par Aurélie le jour de sa disparition, et surtout, miraculeusement conservé dans un sac plastique étanche, son journal intime. Le docteur Fournier procède aux premières constatations sur place. La position du squelette et l'état des os suggèrent que la jeune fille a été enterrée rapidement après sa mort. L'absence de traumatisme visible sur le crâne laisse penser qu'elle a été étouffée ou étranglée. Les analyses ADN, bien que formalisées, ne font aucun doute. Il s'agit bien d'Aurélie Blanchard. Le journal intime révèle l'innommable. Page après page, Aurélie a consigné avec la précision douloureuse d'une adolescente les agressions répétées de son frère, commencées selon ses écrits en février 1995. Il me dit que si je parle, papa et maman ne me croiront pas. Il dit que c'est normal entre frères et sœurs, mais je sais que c'est mal, écrit-elle le 3 mars 1995. Les dernières entrées, datées des jours précédant sa mort, révèlent sa détermination croissante. Je n'en peux plus. Dimanche, pendant le pique-nique, je dirai tout à papa et maman. Julien pourra me faire ce qu'il veut après, mais ils sauront la vérité. L'ultime page, écrite le matin du 15 août, est glaçante. Aujourd'hui, je serai enfin libre. J'ai caché le journal dans mon sac. S'il m'arrive quelque chose,
Au moins la vérité sera avec moi. Le capitaine Delacroix comprend immédiatement la gravité de la situation. Julien Blanchard n'est plus seulement un frère endeuillé, mais le suspect numéro 1 d'un meurtre particulièrement sordide. L'avis de recherche lancé le 9 septembre au soir mobilise toutes les forces de police de la région Rhône-Alpes. Julien est retrouvé le 11 septembre 2010 dans un refuge de montagne abandonné près du col de Vauzat, en état de déshydratation avancée. Il ne résiste pas à son arrestation, semblant même soulagé que son calvaire secret prenne enfin fin. Conduit à l'hôpital d'Annecy puis transféré au commissariat de Chambéry, il garde d'abord le silence total. C'est face au capitaine Delacroix, le 12 septembre, que Julien Blanchard s'effondre finalement. L'homme de 33 ans, amaigri et vieilli prématurément, avoue dans un long monologue entrecoupé de sanglots « Vous avez trouvé son journal, n'est-ce pas? Alors vous savez tout, vous savez quel monstre je suis. » Julien raconte comment cette journée du 15 août 1995 devait être celle de son rachat. Au lac, quand Aurélie lui a chuchoté qu'elle allait tout dire à papa dans l'après-midi, il a d'abord tenté de la dissuader, promettant que tout s'arrêterait, qu'il la laisserait tranquille. Mais sa sœur, forte de sa décision, avait refusé tout compromis. Je lui ai dit que j'avais oublié quelque chose d'important à la maison, que je revenais tout de suite. Elle a insisté pour venir avec moi. Elle voulait récupérer son journal pour le montrer à mes parents. J'ai accepté, pensant pouvoir la convaincre pendant le trajet. De retour à Maytête, Julien a tenté une dernière fois de fléchir sa sœur. Mais Aurélie, déterminée à en finir avec des mois d'abus, a maintenu sa position. Elle m'a dit qu'elle préférait mourir plutôt que de continuer à subir ça. Alors j'ai perdu la tête. Je l'ai attrapée par le cou pour la faire taire. Je ne voulais pas la tuer, capitaine. Je voulais juste qu'elle se taise. L'étranglement a duré quelques secondes. Quand Julien a réalisé qu'Aurélie ne respirait plus, la panique s'est emparée de lui. J'ai pensé à mes parents, au scandale, à ma vie détruite. J'ai pris son sac, ses vêtements, et j'ai creusé cette tombe maudite. Puis je suis reparti au lac, en inventant l'histoire qu'elle était partie se promener. Pendant 15 années, Julien a vécu avec ce secret atroce. Chaque fois que mes parents parlaient d'Aurélie, chaque recherche, chaque anniversaire de sa disparition, c'était un couteau dans mon cœur. J'ai voulu me suicider des dizaines de fois, mais je n'arrivais pas à abandonner mes parents. Ils avaient déjà perdu une fille, je ne pouvais pas leur faire ça. La reconstitution judiciaire du 20 septembre 2010 confirme point par point les aveux de Julien. Les traces d'ADN retrouvées sur les vêtements d'Aurélie, l'expertise botanique prouvant que la terre a bien été remuée en août 1995, tout corrobore sa version des faits. Le procès de Julien Blanchard s'ouvre le 15 mars 2012 devant les assises de Chambéry. L'accusé, défendu par maître Sophie Dubois, plaide coupable d'homicide involontaire, contestant la qualification d'assassinat retenue par l'accusation. Le procureur, maître Jean-Claude Garnier, soutient que les agressions sexuelles répétées constituent des circonstances aggravantes indéniables. Henri et Marguerite Blanchard, partie civile dans ce procès qui déchire leur famille, vivent des moments d'une cruauté inimaginable. Apprendre que leur fils était à la fois le bourreau et le meurtrier de leur fille dépasse l'entendement humain. Marguerite fait plusieurs malaises pendant les audiences. Henri vieillit de 10 ans en quelques mois. Pourtant, dans une déclaration qui bouleverse l'assistance, Henri Blanchard déclare à la barre « Julien reste notre fils. Nous avons perdu Aurélie de la plus terrible des façons. Mais nous ne voulons pas perdre Julien aussi. Il a commis l'irréparable. Il doit payer. Mais il reste notre enfant. » Le père Antoine Mercier, cité comme témoin, révèle enfin publiquement les confessions de Marcel Fontaine. Son témoignage éclaire les circonstances qui ont permis de découvrir la vérité 15 ans après les faits. Marcel Fontaine a porté ce poids toute sa vie. Sa confession, même tardive, a permis à Aurélie de reposer enfin en paix. Le 22 mars 2012, après 3 jours de délibération, la cour d'assises condamne Julien Blanchard à 18 ans de réclusion criminelle pour assassinat avec circonstances aggravantes. Une peine que l'accusé accueille sans émotion apparente, semblant enfin libéré du poids de son secret.
Aurélie Blanchard repose aujourd'hui au cimetière de Meillet, dans le caveau familial surmonté d'une stèle en marbre blanc gravée de ces mots « À notre fille chérie, enfin en paix ». Chaque semaine, Henri et Marguerite viennent fleurir sa tombe avec les pivoines roses qu'elle aimait tant. Marcel Fontaine a été inhumé dans une concession voisine. Sur sa pierre tombale, une inscription discrète rappelle qu'il fut témoin silencieux d'une tragédie familiale. Le père Mercier célèbre chaque année, le 21 juin, une messe en sa mémoire. Julien purge sa peine à la maison d'arrêt de Bonneville. Ses parents lui rendent visite chaque mois. Maintenant, malgré tout, un lien familial que la tragédie n'a pas réussi à briser complètement. Dans ses lettres à sa mère, il exprime régulièrement ses remords et son espoir d'obtenir un jour le pardon de sa sœur disparue. L'affaire Blanchard a profondément marqué la communauté annécienne. Elle rappelle que les pires drames peuvent se cacher derrière les façades les plus respectables et que parfois, la vérité met des années à émerger des ténèbres du silence. Ce cas nous montre comment les secrets de famille peuvent détruire des générations entières et comment le silence, même motivé par la compassion, peut perpétuer l'injustice. La confession tardive de Marcel Fontaine aura finalement permis à Aurélie de recevoir les obsèques qu'elle méritait et à sa famille de connaître enfin la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ? Auriez-vous agi différemment à la place de Marcel Fontaine? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez été touché par ce récit dramatique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez un like si cette enquête vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux affaires criminelles réelles.